table Guillaume Poitrinal, merci d'être trop vite, pardon, Laurent Vronsky et Ludovic de Sauté. Comme toujours, on a des discussions absolument passionnantes pendant la pub. Et Guillaume, vous nous expliquiez que la taxe sur les trésoreries, donc la taxe de holding... Non, elle existe. Elle existe ailleurs en Europe et dans des pays qui ne sont pas forcément... Non, elle existe. Elle existe au Luxembourg, elle existe en Suisse sur des trésoreries réellement excédentaires. Elle existe aussi d'ailleurs aux États-Unis, c'est les Personal Company Holding, etc. Donc c'est quelque chose qui existe. Mais c'est très limité à des holdings strictement patrimoniales, donc qui ne travaillent pas, qui n'investissent pas, et qui sont uniquement des outils d'optimisation fiscale pour des héritiers ou des retraités, dans lequel il y a plus de boulot derrière. Mais dès que vous avez en dessous une filiale détenue à 50, 30, 40%, qui est une filiale opérationnelle, etc., vous pouvez garder autant de trésorerie que vous voulez dans la holding. Elle n'est pas considérée comme étant un véhicule de capitalisation, je dirais, à moindre impôt, de revenus qui ressemblent à des choses très, très perso. Oui. C'est un peu ce que cherche Bercy, non? C'est sur le capital improductif, normalement. Mais les holdings des grandes fortunes, qui sont des fortunes d'entreprises françaises, ce ne sont pas des outils, c'est pas une espèce d'assurance vie, quoi. C'est pas un PEA. On n'est pas en train... Le cumul sans impôt, d'accord, de revenus, il existe en France. Il est ouvert à tout le monde. Ça s'appelle l'assurance vie, ça s'appelle le PEA. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous dites, c'est quand même assez dégueulasse que le milliardaire, il puisse avoir une énorme assurance vie sans limite de montant, un énorme PEA sans limite de montant, et puis voilà, et puis en fait, comme l'assurance vie, vous pouvez le transmettre avec du Dutreil. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas de la plupart des holdings. La plupart des holdings, c'est des entrepreneurs qui ont un projet d'entreprise et qui ont une holding. Pourquoi? Parce que ils ont une, deux ou trois activités, qu'ils ont besoin dans ces filiales d'avoir d'autres associés. Donc parfois ils ont 60%, et puis donc ils ont été chercher 40% avec quelqu'un, mais qui veut uniquement investir dans telle activité très précisément. Et puis dans le reste, ils ont d'autres activités. Ça sert à ça, une holding. Il faut qu'on explique aux Français ce qu'est une holding. Laurent Vronsky. Alors, deux remarques. C'est le principe, c'est du bon sens. Le principe du benchmarking, c'est un anglicisme. En clair, c'est de faire la tournée des autres. Un comparatif. Un comparatif, merci. Pour parangonnage en bon français. Pour prendre les bonnes idées. C'est pas de faire la tournée des mauvaises idées des autres et de se les approprier. Donc, déjà, première chose. Deuxième chose, moi, ce qui me dérange dans cette histoire-là, indépendamment de l'aspect financier, mais c'est l'ingérence dans la gestion des entreprises. C'est-à-dire que nous sommes des chefs d'entreprise. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de la bonne gestion des entreprises. Donc maintenant, on va devoir se justifier sur, en clair, le curseur de la trésorerie vis-à-vis de l'État. Et soit dit en passant, si l'État était un gestionnaire hors pair, ça se Il a fait le nettoyage au sein des agences. On va avoir, à rendre des comptes à des gens qui ne sont pas légitimes, qui ne connaissent pas nos métiers, qui ne connaissent pas l'entreprise et qui vont nous expliquer globalement quel est le bon niveau de trésorerie. C'est ça la mesure impactante pour stimuler et tout ça, Laurent, tout ça pour gagner 1,5 milliard. Donc vous imaginez le bordel qu'on va mettre dans le contrôle fiscal pour aller qualifier la trésorerie de excédentaire ou pas excédentaire. Vous avez un projet, vous n'avez pas de projet. Vous savez pas. Vous savez pas, oh là là, c'est très très mal. Vous savez pas ce que vous allez faire avec votre trésor. Alors là, les amis, le ciel va vous tomber sur la tête. On va peut-être pouvoir produire une norme de trésorerie. Pour 1,5 milliard de revenus, on va foutre un bazar pas possible dans le contrôle fiscal. En effet, avec des intrusions, à mon avis, à tous les niveaux, dans les filiales, dans les trucs, pour rapporter quasiment rien. Et à mon avis, ça va être de nouveau une cause de renoncement à l'impôt. Ça veut dire qu'il y a les gens qui vont se dire moi, je préfère investir en Italie, je préfère investir en Belgique, je préfère investir ailleurs. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les gens osent pas parler de délocalisation de trucs. Mais bien sûr que si le terrain fiscal français fait qu'il devient impossible à un entrepreneur de réaliser son projet, il ira le réaliser ailleurs. Il faut arrêter. Pas l'immobilier, c'est difficile, mais les autres, oui. On n'a pas parlé économie dans ce budget, Ludovic. Il y a des mesures quand même d'efforts en dépenses, comme on dit. Et puis il y a peut-être des choses qui vont piquer d'ailleurs. À peu près que décrivait Laurent au début d'émission, on va dire 17 et 14 à peu près, si on fait des grands équilibres, en gros. 17 milliards d'économies, 14 milliards de hausse d'impôts. Encore une fois... C'est un budget martyr qui va être très largement transformé à l'Assemblée nationale. On verra la copie à l'atterrissage le 31 décembre. On lui donne plein de noms et tout ça. Ce qui est certain, et c'est ce qu'on va découvrir peut-être avec saveur, en tout cas, ou pas, on verra ensemble dans les semaines qui viennent,
c'est que ça s'annonce quand même comme une grande promenade à la fois pour les entreprises, les chefs d'entreprise et les citoyens dans un champ d'ortie. Ça, c'est certain, parce que il y a plein de bombinettes là-dedans. On vient de parler des holdings avec la taxe à 2%. Oui. Il y a la contribution exceptionnelle qui est prolongée, même si elle est divisée par 2. Donc il y a pas mal de choses. Puis aussi pour les citoyens, il faut l'entendre aussi, parce qu'on a des sujets qui vont être des sujets de crispation. Et aujourd'hui, hier, il y a eu un seul vainqueur. C'est le Parti socialiste, à date, pour l'instant, qui a obtenu un totem sur les retraites. Maintenant, on va rentrer dans le dur, et on le voit sur des mesures comme le carburant, on le voit sur aussi des mesures qui étaient un petit peu en l'air, on ne se rendait pas compte, mais sur les conséquences de l'année blanche, hein, c'est 200 000 ménages qui vont entrer dans l'assiette en termes de foyer. Et ça, les retraités qui vont s'apercevoir aussi que la révision de l'abattement forfaitaire à 10%, ça a un coût, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pas mal de mesures dans le social. Je pense notamment à mon avis, qui va nous faire des débats assez sympathiques et sur lesquels on peut d'ores et déjà aller acheter des pop-corns, c'est la franchise médicale. Ouais. Parce que là, ça s'annonce. Le doublement de la franchise médicale. Ouais. On est à peu près certain qu'elle ne passe pas l'examen de l'Assemblée. On va voir dans le jeu. À peu près certain, oui. Et puis après, il y a des petites mesures concernant les biocarburants, les petits colis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le 85 pourrait augmenter de 40 à 50 centimes le litre. Les vapoteuses. Et ainsi de suite. Les APL. Les APL, exactement, les APL qui viennent fiscaliser, tout ça. Il y a une grosse attaque en règle sur l'apprentissage aussi, vraiment, dans le budget, et sur lequel, là, ça va réagir des deux côtés, probablement. Et ce qui est évident, et pour rebondir à ce que disait Laurent, c'est peut-être, en revanche, la faiblesse de ce budget, qui est un amoncellement, c'est un peu un collier de perles. C'est plein de mesures comme ça, qui sont à quelques centaines de millions, pour les plus gros, ça à 1-2 milliards. Et donc, autant d'éléments qui rendent le budget dans une logique de puzzle. C'est-à-dire qu'il est complètement fractionnable. C'est-à-dire qu'il manque d'impulsion. Il manque d'impulsion. Et puis, il n'y a pas de mesures structurelles d'économie. Il n'y a pas de simplification administrative. On garde le millefeuille des collectivités locales, qui coûtent quand même une fortune, y compris à l'État. Donc, Sébastien Lecornu a promis une loi de décentralisation au mois de décembre, pour simplifier. On attend de voir, mais il y a un moment donné où il faut mettre sur la table qu'est-ce qu'on supprime. Il faut avoir le courage de le dire et aller chercher une majorité. On sait qu'on a beaucoup trop d'élus, on a autant d'élus en France que dans toute l'Europe réunie. Alors, ça prête à les réélire, et au mois de mars prochain d'ailleurs. Il y a évidemment de la dépense, il y a de la discussion, il y a du temps perdu aussi. J'en sais quelque chose sur cette espèce d'imbroglio des collectivités locales, auquel s'est rajouté la dissolution de l'État dans des autorités administratives, et auquel s'est rajouté au-dessus l'Europe. Donc, vous avez commis un rapport il y a quelques années sur la simplification. Quelle est la méthode? Comment faire aujourd'hui dans le contexte politique actuel, Guillaume Patinal? Alors, dans le contexte politique, c'est pas simple. Mais ce qu'il faudrait dans un monde idéal, d'accord, c'est un alignement du président de la République et du gouvernement et du Parlement. Ça pourra peut-être se reproduire un jour. J'espère, on espère tous quand même. Ça serait quand même plus simple. Notre vie serait simplifiée. Un étage à l'Élysée. Pour reprendre pas à pas tous les moments clés de l'entreprise. C'est ce que nous avions essayé de faire à l'époque. Vous prenez le moment clé de l'entreprise. Aménager, construire. Lancer un produit. Recruter, former. Rebondir, c'était le nom de l'atelier dans lequel il y avait 30 personnes pour les faillites. Et vous simplifiez la vie des entreprises. Vous le faites à somme nulle, sociale et environnementale. Vous simplifiez juste les choses. C'est-à-dire que la démarche est plus simple, le CERFA est plus court, les délais de l'administration pour réagir sont plus courts. Vous allez gagner du temps. Si vous gagnez du temps, vous gagnez de la croissance économique. La croissance économique est un rapport de valeur ajoutée au temps. Si toutes les entreprises gagnaient 10 jours par an dans ce qu'elles réalisent, dans le lancement de projets, dans l'aménagement du territoire, dans la réalisation des ponts, etc. Si tous est réalisé 10 jours, on aurait gratuitement 2 à 3% de PIB, les amis. Ça s'est amélioré. Il faut faire ça. Et dans le même temps, ça c'est le bottom-up. Je finis. Après, je me tais jusqu'à la fin de l'émission. Après, je me tais. Ça, c'est le bottom-up. Et après, il faut faire le top-bottom. C'est-à-dire dire, on a trop d'autorité, il y a trop de mots dans nos textes, il faut s'occuper des mots et il faut s'occuper du nombre de décideurs publics sur chacune de nos opérations.
les autorités administratives, politiques, il faut simplifier, il faut reconcentrer. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de tout. Je l'ai dit ici 20 fois, la région s'occupe des lycées, mais en fait, c'est pas vrai. Les lycées, ils sont encore sous le contrôle du ministère de l'Éducation nationale. Très largement, on peut pas ouvrir un lycée dans la région. La région s'occupe du transport. C'est pas vrai. La SNCF, elle est publique, elle dépend de l'État. La RATP, elle dépend de l'État. Donc, qu'on arrête de nous faire croire qu'il y a une décentralisation. Il n'y a pas une décentralisation. Tout le monde s'occupe de tout dans ce pays. Et là, je vais vous dire, il y a des sources d'économie monumentales. Vous voyez, je vous disais en début d'émission que la campagne électorale commence aujourd'hui. Mais Guillaume Poitrinal est sur la ligne de départ. Laurent Wronski, puis Ludovic de Sauté. Ce que vient de nous expliquer Guillaume, c'est du bon sens. Et dans nos entreprises, je veux dire que c'est un processus constant, itératif, qui d'ailleurs s'accélère en période de crise. En clair, on fait la chasse au mauvais cholestérol. Moi, je crois en mon âme et conscience que ces questions de simplification, d'ailleurs, la plupart des gens pourront en être témoins. À chaque fois qu'on a parlé de simplification, c'était généralement plus compliqué après qu'avant. Oui. Pourquoi ? C'est pas parce que le problème est compliqué. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai participé au titre de Croissance Plus à beaucoup de réflexions. Les problèmes sont assez simples, finalement. La question, c'est, il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt à ce qu'on ne simplifie pas. Pourquoi ? Parce que ça remet leur job et leurs prérogatives en jeu. C'est ça la vérité. Donc, en clair, on n'a pas besoin d'avoir des esprits brillantissimes qui vont réfléchir à des problèmes d'une très grande complexité, comment simplifier. On a besoin de gens qui ont le courage de dire, voilà, maintenant, le digital, par exemple, a remplacé énormément de fonctionnaires. Donc, soit on prend ces fonctionnaires et on les met là où on en a vraiment besoin, mais le millefeuille administratif, le type qui réfléchit, le type qui fait et le type qui ne réfléchit pas et ne fait pas, on n'a plus besoin de ça. Donc ça c'est du courage politique. Et ça, tout le monde peut le voir. Prenez la feuille d'impôt, pour ceux qui payent les impôts. Mais la simplification, ça a été quoi ? C'est-à-dire qu'on a transféré le job aux particuliers. Donc, on est devenu le fonctionnaire de nous-mêmes. On a énormément simplifié la déclaration d'impôt sur le revenu. Quand même, il y a eu un chantier colossal mené par Bercy. Mais franchement, plutôt efficace et couronné de succès. On est d'accord. Et les entreprises. Et c'est nous qui la saisissons. Je veux dire, une grande partie du travail a été transférée. C'est-à-dire qu'on est devenu le fonctionnaire de nous-mêmes. C'est vrai. Est-ce qu'en contrepartie, on a réduit les anciens fonctionnaires? Est-ce qu'on a revu les process? Bercy est quand même l'administration qui subit le plus de coupes en nombre d'emplois chaque année. C'est quand même 2000 postes en moins, PLF après PLF. Il ne faut pas le prendre en valeur absolue. Mais on partait de très très loin. Voilà, exactement. On partait de très très loin. Ces questions de simplification, je ne voudrais pas que les gens pensent que la raison pour laquelle on n'y aboutit pas, c'est parce que c'est tellement compliqué qu'il faut que tout le monde ait Bac plus 25. Non, il faut qu'il y ait le courage de dire ça c'est fini, on ne fait plus. Et ce qu'il faut, c'est accepter qu'en fait les sujets sont interministériels. Donc vous ne pouvez pas dire à Bercy, salut, simplifie-moi la vie des entreprises. Ils ne pourront pas y arriver. Très très vite, tu tombes sur une question pour les permis d'ABF, donc c'est le ministère de la Culture. Tu tombes sur une question de permis signé par Monsieur le maire. C'est que Monsieur le maire, la tutelle, c'est quoi? C'est Monsieur le préfet. Monsieur le préfet, c'est le ministère de l'Intérieur. Tout est interministériel chez nous. Donc en fait, la plupart des idées de mesures dans le truc, elles ont été tuées parce que le ministre, il était porteur, mais derrière de vérification. En fait, il n'y a pas eu de contrôle de la mise en œuvre. Donc notre simplification, à chaque fois, elle est en pointillé. On s'en occupe pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on arrive. On a supprimé la visite obligatoire. Vous vous souvenez de pré-embauche, visite médicale, de pré-embauche pour tout le monde, y compris les jeunes qui sont quand même bien soignés. On n'est pas pour n'importe quel métier, quoi. Donc ça, on a supprimé. Enfin, on l'a réduit énormément. Il y a des succès dans cette simplification, mais il faut qu'elle soit continue. Et là, elle va franchement porter ses fruits. Et il faut que ce soit donc à l'Élysée, chez le Premier ministre à minima, mais probablement à l'Élysée, car c'est interministériel. Là où vous avez raison, c'est que beaucoup d'entreprises font du contre-lobbying, des entreprises privées, parce qu'elles vivent de la complexité administrative. Donc il y a énormément de bureaux d'études, par exemple chez nous, dans la construction, qui vivent de la complexité administrative, qui vivent du contrôle de « Ah oui, mais attention, la réglementation a dit ça, puis elle vient de changer, la réglementation vient de changer, donc il va falloir que je vous explique, etc. » Ça fait la richesse des cabinets de conseil, évidemment. Je vous vends des heures, etc. Et on le sait, la RT 2012, ça a été, on s'est suffisamment dit, la fameuse réglementation technique 2012, elle a été écrite par des lobbies puissants d'industriels français. Donc, le privé a aussi sa responsabilité. Mais il faut, pour ça, un pouvoir fort. Je voudrais revenir sur ce que disait Guillaume sur le monde dans lequel on souhaiterait avoir, avec un alignement entre, on va dire, la présidence, l'exécutif, le parlementaire et tout ça. Je pense qu'on est confronté à une réalité, c'est que ce monde est terminé, en fait. Quand on a un président comme Emmanuel Macron qui a eu 27% des voix au premier tour, c'est
très compliqué de vouloir ressouhaiter l'hyperprésidence. En fait, on est en train de vivre collectivement la fin de l'hyperprésidence. Maintenant, il y a un enjeu, c'est qu'il faut que ce pays apprenne à un autre alignement institutionnel, un autre mode de fonctionnement qui va passer. Alors là, j'espère que Sébastien Lecornu a planté quelques graines, mais on verra si elles deviennent effectives d'ici la présidentielle. Honnêtement, je ne suis pas très optimiste, par un effort de délocalisation majeur. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire redescendre absolument le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une impasse aussi politique qui fait qu'on voit bien les blocages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, Lecornu a réussi, en tout cas dans une séquence, à s'imposer en s'émancipant un tout petit peu de l'Élysée sur certaines positions. Donc, on assiste à cette inversion de l'hyperprésidence, qui est un moment assez important. Est-ce que c'est le retour du parlementarisme? On va voir. Mais il y a un problème majeur aujourd'hui, c'est qu'il faut faire vraiment descendre le pouvoir au plan local, au niveau des entreprises, enfin, se remettre au contact du terrain. Parce que ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est que tous ces corps intermédiaires, ces personnes qui finalement accompagnent et rendent ce gâteau, ce millefeuille normatif et technique très très compliqué, à la fin, surtout, on est hors sol. Au-delà du coup, on finit par être hors sol. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, quand on est avec les gens de terrain, et quand je dis les gens de terrain, c'est aussi bien les chefs d'entreprise que les citoyens salariés, ils disent en fait, les problèmes, ils ne sont pas là. Ils sont bien et ailleurs, et avançons. Donc, et je pense qu'il y a vraiment une énergie aujourd'hui qu'on peut construire, mais ça passe par une inversion de ce fantasme de l'hyperprésidence. C'est pas tout à fait la culture française. Hein. Non, mais on est en train de le vivre en direct désastre là, depuis la dissolution. Alors, si on n'a pas l'hyperprésidence, pour mettre tout le monde d'accord, il va falloir qu'on ait du personnel politique qui change complètement d'attitude. Ouais. Et plutôt que d'être à chercher des alliances avec les blocs extrêmes, que réellement ils prennent conscience de la situation financière, économique du pays, de tous les blocages du pays, et qu'ils se mettent d'accord pour le réformer. Ça a été possible. En Allemagne, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas connu le début de cette nouvelle ère hier. Avec, encore une fois, oui, mais ça, une voie on prend la douche froide quand ce matin on entend Monsieur Faure sur BFM, là on reprend la douche froide. Ouais. Il n'est pas dans une optique de je vais... On reprend la douche froide, je suis d'accord, parce que je le disais tout à l'heure, mais en même temps, il dit que ça va passer par le Parlement. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir ce que va devenir Zuckman dans la version parlementaire. Il faut qu'ils abandonnent les postures démagogiques démagos et qu'ils soient aux responsabilités responsables. C'est arrivé à notre gauche, c'est arrivé à notre droite, c'est arrivé à notre centre, et donc il faut qu'ils se mettent ensemble. Mais d'abord, à faire le constat, parce qu'en fait, il faut faire le même constat pour commencer. Si je peux vous livrer un petit secret, c'est qu'en coulisses, je pense que les socialistes n'y croient pas vraiment à la taxe Zuckman qui ne devrait pas passer à l'Assemblée nationale. A priori, on fait beaucoup de politique aussi en annonçant des hochets comme ça qui font plaisir aux électeurs. C'est terrible pour le peuple français. Quelle trahison! Quelle trahison du peuple d'aller faire croire qu'en fait, la solution, c'est d'aller prendre l'argent à Bernard Arnault. Enfin, quelle trahison pour le peuple! On est là sur les experts pour rappeler quelques vérités. Laurent Wronski. Oui, moi je pense, sans faire du catastrophisme, mais je pense qu'il y a des sujets qui vont s'aggraver de façon accélérée. Je veux dire, l'histoire des... Enfin, je crois que je n'apprends rien à personne, les retraites, les dépenses sociales, je veux dire, c'est clairement des sujets qui vont s'accélérer. Je pense que là, c'est ma vision, je pense que la solution, on va s'inspirer du périphérique parisien. Vous voyez, en heure d'affluence, vous avez 3 files à droite pour en clair le commun des mortels, puis vous avez la voie rapide. Hein. Bon, je laisse seul juge si vous pensez que c'est efficace. Eh ben, je pense qu'il faudrait faire la même chose. C'est-à-dire que pour traiter ces sujets-là, il faudrait fonctionner en mode projet avec des gens de la société civile qui sont légitimes, qui connaissent le sujet. On leur dit voilà, vous ne serez pas réélu, vous ne serez même pas payé. Vous voulez faire quelque chose pour le pays, eh ben, on va créer une équipe projet pour résoudre par exemple le problème des retraites. Et là, vous allez passer en voie rapide. Vous n'allez pas passer par tout le magma, machin, etc. Là, les lois d'exception qui ont permis de rénover Notre-Dame et de faire les JO en temps et en heure. Et vous allez proposer des solutions concrètes. Je pense que ça serait la manière la plus efficace parce qu'il n'y a pas d'intérêt politique. Il n'y a pas, si vous voulez, cet horizon d'immédiateté. Oui. Et en plus, on peut vraiment prendre des spécialistes. Et encore une fois, alors je sais qu'à chaque fois, les gens disent oui, mais on ne gère pas un pays comme une entreprise. Bah écoutez, je pense qu'en tout cas, si on gérait une entreprise comme on gère certains pays, il n'y aurait plus l'entreprise. Donc je pense qu'on peut vraiment s'en inspirer. Et je pense que vu la gravité des problèmes et la vitesse à laquelle ils vont arriver, il va falloir fonctionner en mode projet. Allez, il nous reste 7 minutes pour le dernier sujet.